RTDL 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, plus d'une dizaine de Palestiniens sont tombés en martyrs ce samedi dans des bombardements intensifs sur différentes zones de la bande de Gaza. Le bilan s'élève à près de 53 000 martyrs. Et la famine, deuxième fléau qui frappe de plein fouet l'enclave palestinienne. Les Gazaouis font preuve au quotidien d'ingéniosité pour se nourrir. Le président russe Vladimir Poutine accueille le président palestinien Mahmoud Abbas à Moscou pour assister aux célébrations du 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, l'occasion d'aborder la situation au Moyen-Orient. Prix des Nations Unies Nelson Mandela, le parti espagnol de gauche Sumar a exprimé ce samedi sa forte opposition à la candidature marocaine, la qualifiant d'infâme déshonneur à l'héritage de ce grand militant des droits de l'homme. Et enfin, apaisement entre New Delhi et Islamabad. L'Inde et le Pakistan annoncent avoir accepté un cessez-le-feu avec effet immédiat suite à une médiation américaine. Bonsoir à tous. Le chaos règne de plus en plus à Gaza alors que les raids d'agression sionistes s'intensifient sur la bande. Le bilan des victimes de cette guerre génocidaire s'est alourdi ce samedi à 52 810 martyrs et 119 473 blessés, dont en grande majorité des femmes et des enfants en bas âge. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 23 martyrs et de 124 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de l'enclave au cours des dernières 24 heures. Au moins une dizaine de Palestiniens ont été tués depuis l'aube de ce samedi dans différents bombardements à travers la bande, notamment au centre et au sud de l'enclave. 5 civils d'une même famille, le père, la mère et leurs 3 enfants sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés dans une frappe aérienne ayant pris pour cible une tente abritant des déplacés dans le quartier de Sabra à Razaville. Et toujours dans la ville de Gaza, une famille de 7 personnes a été décimée ce samedi dans un bombardement ayant ciblé à l'aube le quartier de Toufah et plusieurs autres civils ont été grièvement blessés suite à cette attaque. Les forces d'occupation poursuivent leur violation du droit international. L'occupation s'est attaquée une énième fois ce matin aux installations de l'UNRWA. Un missile sioniste ayant ciblé l'un des entrepôts de l'agence onusienne à Jabalia au nord de la bande a fait au moins 4 martyrs et une dizaine de blessés. Je vous le disais tout à l'heure en titre, depuis le début de ce génocide, la faim est utilisée comme arme de guerre. Les Gazaouis n'ont eu d'autre choix que de s'adapter à la situation. Pour ne pas mourir de faim, les moutures de lentilles, de riz ou encore de pâtes remplacent la farine pour fabriquer du pain, comme c'est le cas à Jabalia dans le nord. Sohila Kilal. Situé à Jabalia dans le nord de Gaza, le moulin de Bassil Hassouna tourne à plein régime. Mais à la place du blé, ce sont d'autres graines qui sont moulues. Lentilles corail, riz blanc, même les pâtes y passent. Ces différentes moutures ne valent certainement pas la farine de blé, mais pour l'heure, elles constituent la seule alternative que les Gazaouis ont trouvée pour manger du pain. Aujourd'hui, les gens vivent dans la famine. Ils ont donc recours à la mouture de lentilles, de pâtes et de riz au lieu d'utiliser de la farine. Bien sûr, cela ne peut pas remplacer la farine et ne donne pas la même qualité pour faire du pain. Mais c'est tout ce qui est disponible. Après plus de 2 mois de blocus hermétique, les réserves alimentaires ont tari et les différents programmes alimentaires ont cessé de travailler, manque d'approvisionnement.
Pour pouvoir se nourrir, les Razaouis ont dû s'adapter et faire preuve d'ingéniosité. Les derniers sacs de lentilles, de riz et de pâtes, encore disponibles dans l'enclave, sont donc transformés en farine pour pouvoir faire du pain. Aujourd'hui, nous ne trouvons pas de farine, alors nous utilisons les moutures de lentilles et de pâtes. Nous les cuisons et nous les mangeons. Les prix élevés ne nous permettent pas d'acheter quoi que ce soit. Où est passée l'humanité du monde qui nous regarde tous les jours? Depuis plus de 60 jours, pas même un verre d'eau n'est entré à Gaza. Notre peuple veut vivre, nos enfants veulent manger. Quelle est la faute de ces enfants? Qu'ont-ils fait pour mériter cela? Il n'y a pas de vie sans nourriture. Nous allons finir par mourir de faim. Le monde doit bouger, les consciences doivent se réveiller et nous regarder avec miséricorde. Si la situation continue ainsi, dans à peine quelques jours, les Razaouis n'auront plus rien à manger, même pas des miettes. Le génocide sioniste à Gaza aura tenu toutes ses promesses. En 19 mois, les pires crimes de guerre ayant été commis et toutes les lois régissant le droit international ont été bafouées, sans aucune exception. Et face à ce blocus qui dure depuis des mois, certaines parties ne restent pas silencieuses. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré à ce propos qu'en plus de l'entité sioniste, la Grande-Bretagne et les États-Unis ne font qu'aggraver la crise dans l'enclave, appelant les nations musulmanes à se dresser contre l'occupation sioniste et à ne pas oublier les Palestiniens qui subissent l'enfer depuis près de 2 ans. La réalité est que la nation opprimée de Palestine, le peuple opprimé de Gaza, ne sont pas seulement confrontés au régime sioniste aujourd'hui, ils sont également confrontés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Aujourd'hui, des politiques trompeuses sont utilisées contre des nations du monde entier. On tente de faire oublier la question palestinienne. Les nations musulmanes ne doivent pas permettre que cela se produise. Le président russe Vladimir Poutine a accueilli ce samedi au Kremlin le président palestinien Mahmoud Abbas en visite à Moscou pour assister aux célébrations du 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. À cette occasion, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était restait attachée plutôt au règlement pacifique du conflit au Moyen-Orient sur la base d'une solution à 2 États pour 2 peuples. Nous avons toujours été convaincus que la paix stable dans la région ne peut être obtenue que sur la base juridique internationale généralement acceptée, prévoyant la création de 2 États pour les 2 peuples. Et de son côté, le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, a dit refuser catégoriquement l'expulsion des Palestiniens de leurs terres, comme l'avait évoqué le président américain Donald Trump. On écoute. Nous sommes contre l'expulsion de Palestiniens de Palestine, comme l'a évoqué le président américain. Nous sommes contre la création d'une rive moyen-orientale dans la bande de Gaza. Ce projet est inacceptable. C'est pourquoi nous l'avons rejeté et nous ne pouvons pas l'accepter. Nous avons également entendu parler de l'idée de créer une administration américaine à Gaza. Nous y sommes fermement opposés. Nous en avons informé les Américains. Ni les Américains, ni aucun autre étranger ne sont en mesure de gouverner Gaza. Nous voulons retourner dans la bande de Gaza et la voir dirigée par l'administration palestinienne. L'élan de solidarité internationale avec la cause palestinienne ne faiblit pas. Ce samedi, ils étaient très nombreux à battre le pavé à Madrid, capitale espagnole, pour élever la voix contre l'entité sioniste, appelant à la fin du blocus et du génocide en cours dans la bande de Gaza. Ce que je ne comprends pas franchement, pourquoi tout Madrid n'est pas là aujourd'hui? Il s'agit de soutenir le peuple palestinien. Ce peuple subit un génocide, il faut le dire clairement. C'est un génocide commis par l'État terroriste d'Israël. C'est une honte de ne pas être présent et notre gouvernement laisse cette situation se produire.
Israël a déclaré qu'il allait s'emparer de tout le territoire et expulser les Palestiniens, et nous ne pouvons pas le permettre. On passe au reste de l'actualité. Le peuple sahraoui commémore ce samedi le 52e anniversaire de la création du Front Polisario, qui poursuit sa lutte dans toutes les institutions dont il est membre pour faire face aux pratiques de l'occupation marocaine et faire valoir son droit inaliénable à l'indépendance. Le Polisario, une histoire de lutte et de construction qui se poursuit au nom de la liberté. Maria Chouyer. Il y a 52 ans, en mai 73, naissait le Front Polisario, mouvement de libération sahraoui avec une seule ambition, arracher l'indépendance du Sahara occidental et affirmer le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Dès sa fondation, le Front Polisario engage une lutte armée contre la colonisation espagnole avant de faire face à l'occupation marocaine. Son combat ancré dans les principes du droit international gagne rapidement la reconnaissance de plusieurs pays et organisations à travers le monde. Cet anniversaire représente une opportunité pour démontrer l'engagement des masses sahraouis de tous leurs lieux d'origine dans les camps de réfugiés, la diaspora et les territoires occupés envers le Front Polisario qui a su enregistrer des acquis notables. Il est désormais reconnu par l'Union africaine comme représentant légitime du peuple sahraoui et la République arabe sahraoui démocratique est aujourd'hui membre fondateur de l'organisation continentale. Cet anniversaire intervient alors que le Front Polisario renouvelle son appel à la communauté internationale pour qu'elle impose au Royaume du Maroc le respect des frontières internationalement reconnues et qu'elle mette fin à son occupation illégale et respecte les droits inaliénables du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, car cela est considéré comme une voie obligatoire pour établir une paix juste et définitive dans le nord-ouest de l'Afrique. À 52 ans, le Front Polisario continue d'incarner l'espoir et la détermination d'un peuple. Entre mémoire de la résistance et projet pour l'avenir, il affirme plus que jamais son engagement pour une solution juste, durable et conforme à la légalité internationale. L'Amérique latine soutient inconditionnel aux justes causes, notamment la cause sahraoui. La ministre bolivienne des Affaires étrangères a réitéré le plein soutien de la Paz au Sahara occidental dans un message adressé à son homologue sahraoui, Mohamed Islam Bisset. La chef de la diplomatie bolivienne a également réitéré la volonté de son pays de renforcer les relations d'amitié et de coopération et de consolider les liens d'amitié bilatéraux. Dans un autre contexte, le parti espagnol de gauche Sumar a exprimé ce samedi sa forte opposition à la candidature marocaine au prix Nelson Mandela des Nations Unies, qualifiant une éventuelle attribution du prix au régime du Merzen, je cite, d'infâme déshonneur à l'héritage de ce grand homme militant des droits de l'homme. Les détails avec Amal Amzenzitouni. Dans une lettre adressée aux membres du comité du prix Nelson Mandela, les députés de Sumar ont affiché leur forte opposition à l'éventuelle attribution du prix Nelson Mandela 2025 à Madame Amina Bouayesh, présidente du Conseil national des droits de l'homme du Maroc. Ces députés ont même exhorté le comité à rejeter cette nomination et à veiller à ce que le prix continue de refléter la position intransigeante de M. Mandela sur les droits de l'homme, la liberté et la défense des opprimés. Ils ont affirmé à ce titre que Mme Bouayesh, à travers sa direction du Conseil national des droits de l'homme, n'a pas défendu les victimes de graves violations des droits humains, notamment les prisonniers politiques sahraouis du groupe Gdemizik et bien d'autres. Ces prisonniers qui ont déclaré avoir été victimes de tortures, d'abus et de détention arbitraire prolongée. Et malgré de multiples appels et plaintes, le Conseil national des droits de l'homme du Maroc n'a pas agi pour protéger leurs droits ou remédier à ces violations. Au lieu de cela, il a publié des déclarations validant des procédures qui ont été largement condamnées par les observateurs internationaux, ont rappelé ces députés. Les députés de Sumar ont jugé dans ce contexte crucial
de noter que plusieurs de ces cas de torture ont été portés à l'attention du Comité des Nations Unies contre la torture, qui a rendu des décisions claires confirmant la pratique de la torture et appelant le Maroc à accorder des réparations aux victimes. Le Maroc a ouvertement bafoué ces décisions, ont déploré les députés, soulignant que le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a conclu que la détention des membres du groupe Gdemizik et d'autres dirigeants politiques sahraouis est arbitraire et viole le droit international. Les députés de Soumar ont plaidé contre le rapport au silence persistant du Conseil national des droits de l'homme du Maroc et parfois son soutien implicite à ces pratiques qui ne peuvent être conciliées avec le poids moral du prix Nelson Mandela, rappelant que Nelson Mandela a défendu la vérité, la justice et la dignité des prisonniers politiques. Pour ces députés, associer Nelson Mandela à une institution et à des dirigeants qui n'ont pas réagi face à des violations documentées et reconnues internationalement serait un infâme déshonneur à son héritage et une offense à sa mémoire. Dernier développement dans la guerre au Soudan, plus de 30 personnes ont été tuées dans des bombardements imputés par l'armée aux forces de soutien rapide contre un camp de déplacés et une prison dans le sud et l'ouest du pays. De son côté, l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan a mené des frappes aériennes contre des dépôts d'armes et des équipements militaires dans les villes de Nyala et d'El Jenina aux mains des FSR dans le Darfour. Et puis ce drame en République démocratique du Congo, au moins 104 personnes sont mortes, dont des enfants et des personnes âgées en majorité, dans des inondations dans un village situé près des rives d'un lac à l'est du pays. D'énormes dégâts matériels sont également à déplorer dans la région. Inmenso país del centro de África con 2,3 millones de kilómetros cuadrados, República Democrática del Congo cuenta con pocas carreteras. En Somalie également, des pluies torrentielles survenues dans la nuit de vendredi à samedi ont fait des ravages dans la capitale Mogadiscio. Bilan provisoire, au moins 7 morts, quelques portées disparues et plus de 200 familles contraintes à se déplacer après que leurs habitations aient été envahies par les flots. Hier soir, alors que nous roulions à moto dans la rue de Zobé, de fortes inondations ont emporté 2 garçons, dont l'un a survécu, l'autre a disparu sous les décombres. Et le pantalon du survivant est visible à cet endroit. Nous soupçonnons fortement que notre petit garçon se trouve sous ces décombres. Nous avons vraiment besoin d'une réponse urgente pour le peuple somalien. Comme vous pouvez le constater, nos maisons sont inondées. Les représentants du gouvernement sont retournés chez eux lorsqu'ils ont constaté notre situation. Ils sont partis sans rien demander à notre sujet. Ils ne nous ont apporté aucun soutien. Et je suis sûr que les hauts responsables du gouvernement, comme le président Hassan, ignoraient ce qui se passait ici. Je suis né et j'ai grandi ici. Les représentants du gouvernement qui sont venus hier soir ne sont pas nos représentants. Après une période de forte tension, un air d'apaisement semble régner à présent entre New Delhi et Islamabad. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères Ishaq Dar annonçait ce samedi que le Pakistan et l'Inde avaient accepté un cessez-le-feu avec effet immédiat à l'issue d'une médiation américaine. Pour rappel, cette décision intervient alors que les 2 pays étaient engagés depuis plusieurs jours dans une confrontation militaire, échangeant attaques de drones, de missiles et tirs sur leurs frontières contestées au Cachemire. Et de son côté, le secrétaire d'État auprès du ministère indien des Affaires étrangères a également confirmé l'accord de cessez-le-feu conclu avec le Pakistan lors de pourparlers sous la médiation des États-Unis. On regarde. Director General of
Le directeur général des opérations militaires du Pakistan a appelé le directeur général des opérations militaires de l'Inde à 15h35 cet après-midi. Il a été convenu entre eux que les deux parties cesseraient tout tir et toute action militaire terrestre, aérienne et maritime à compter de 17h, heure de l'Inde, aujourd'hui. Des instructions ont été données des deux côtés pour mettre en œuvre cet accord. Les directeurs généraux des opérations militaires se reparleront le 12 mai à midi. Conflit en Ukraine, les dirigeants français, allemands, britanniques et polonais se sont réunis ce samedi à Kiev pour appeler Moscou à un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Les alliés de l'Ukraine proposent à Moscou d'engager des discussions directes entre les deux parties en conflit dans le cas du respect de la trêve. À ce propos, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Merz ont promis de réagir sévèrement si Moscou refusait la proposition de trêve. Nous sommes donc clairs. Tous les 5 dirigeants ici présents, tous les dirigeants de la réunion que nous venons d'avoir avec une coalition de volontaires, un cessez-le-feu inconditionnel, le rejet des conditions de Vladimir Poutine et la certitude que s'il tourne le dos à la paix, nous réagirons. Et en collaboration avec le président Trump et tous nos partenaires, nous renforcerons les sanctions et augmenterons notre aide militaire à la défense de l'Ukraine afin de contraindre la Russie à revenir à la table des négociations. To pressure Russia back to the table. Und wir sind dankbar, dass der amerikanische Präsident Nous sommes reconnaissants au président américain de soutenir pleinement notre initiative, de la partager et de la poursuivre avec nous. Nous travaillons ensemble pour que la Russie accepte enfin un cessez-le-feu plus long. La première étape après le cessez-le-feu de ce week-end doit être un cessez-le-feu de 30 jours à compter de lundi prochain, respecté sans condition par la Russie. Il faut être clair. Si la Russie refuse ce cessez-le-feu, un cessez-le-feu qui peut servir de base à des négociations immédiates, nous continuerons de défendre l'Ukraine et d'accroître la pression sur la Russie. Cela aussi fait partie de notre engagement aujourd'hui. Et en réponse, le Kremlin a accusé ce samedi les pays européens de faire des déclarations contradictoires et conflictuelles après que les dirigeants européens ont soutenu un plan américain pour un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine et ont menacé la Russie de sanctions massives si elle ne s'y conformait pas. Vladimir Poutine a déclaré à plusieurs reprises que nous étions prêts à nouer des contacts avec tous les dirigeants. Nous entendons beaucoup de déclarations contradictoires de la part de l'Europe. Elles sont généralement conflictuelles et ne visent pas à relancer nos relations. Rien de plus. Il est très difficile d'isoler un pays comme la Russie car nous occupons une très grande partie du globe. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est que la Russie développe activement des relations avec un grand nombre de pays dans tous les domaines et ils souhaitent coopérer avec nous. Et nous continuerons dans cette voie. Mettez fin à cette guerre stupide, c'est ce qu'a déclaré le président américain Donald Trump en évoquant le conflit en Ukraine après avoir signé un décret dans le bureau ovale, ajoutant que les pertes humaines sont beaucoup trop importantes pour poursuivre cette guerre. J'ai un message pour les deux parties. Mettez fin à cette guerre. Nous perdons 5000 soldats par semaine, des soldats russes et ukrainiens, et d'autres aussi. Et je dis, mettez fin à cette guerre stupide. C'est mon message pour eux deux. Merci beaucoup. Toujours dans le même sillage, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que l'implication de la Corée du Nord dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine était justifiée, la qualifiant d'exercice de droit souverain pour la défense, je cite, d'une nation sœur. On écoute. Si les États-Unis et l'Occident tentent une nouvelle attaque contre la Fédération de Russie, notre nation sœur, au lieu d'abandonner leur dangereuse tentative d'invasion militaire, je n'hésiterai pas à ordonner le recours à la force militaire de la République populaire démocratique de Corée pour repousser l'invasion ennemie, conformément à l'article correspondant du traité Corée du Nord-Russie et à son esprit. Je considère tous les braves soldats qui ont participé à l'opération de Koursk comme des héros et les plus hauts représentants de l'honneur de la nation.
이 나라의 명예의 최고 대표자들이라고 생각합니다. Les premières discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine depuis le déclenchement de la guerre commerciale par Donald Trump ont débuté ce samedi à Genève pour essayer de faire baisser les tensions qui mettent à mal les deux premières économies mondiales. Pékin a salué une étape importante et d'éventuelles annonces pourraient venir directement de Washington ou de Pékin au terme de la rencontre censée durer jusqu'à dimanche. En Équateur, 11 militaires équatoriens qui menaient une opération contre une mine illégale dans la forêt amazonienne ont été tués par des ex-membres d'une guérilla colombienne dissidente. C'est ce qu'a annoncé ce samedi l'armée équatorienne dans un nouveau bilan. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.